Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur The Pit Lane. On est très heureux de vous retrouver pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn, 4e manche de la saison de Formule 1. On a déjà fait un 6e de la saison, ce qui est déjà pas mal en termes statistiques. On va parler de ce qui s'est passé dans le désert bahreïni, voilà. Et pour le faire, je ne serai pas tout seul, heureusement, puisque m'accompagnent comme d'habitude nos acolytes, et pas nos alcooliques évidemment, Valky. Salut Valky. Bonsoir à tous. Voilà. Et puis Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut Valkyria, salut Rome, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Merci, salut Rome qui nous a rejoint. Écoutez, Bahreïn, c'est un rendez-vous quand même incontournable de la F1. Je rappelle que la première venue de la F1 à Bahreïn date quand même de 2004. Et que jusqu'en 2013, c'était un Grand Prix de jour. Et Rome qui commence déjà à clasher. Oula, ça commence. Je pense qu'on va Salut bien se marrer Atlantis. ce soir. Non, mais en fait, ils réagissent même plus à ce que je dis. En fait, finalement, ils s'en foutent de ce que je leur dise. Oh là là. Donc, je disais, Bahreïn, Grand Prix qui est présent depuis presque 20 ans. Première édition en 2004, édition diurne jusqu'en 2013 et puis nocturne depuis 2014. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Bahreïn? Bahreïn, Il faudrait rappeler aussi qu'il y a eu une ou deux éditions à plus annuler parce que oui, 2011, cause de révolution dans ce pays-là. 2011 notamment et 2012, je crois, l'un ou l'autre. Non, pas 2012, 2011 parce que 2011. c'était les problèmes géopolitiques. C'était à cause des problèmes géopolitiques qu'il y avait. Et puis on a eu quasiment. Et puis après, il avait été décalé aussi, Bahreïn. Mais sauf que ça, c'était en 2020, puisque dû à la pandémie de Covid, il avait accueilli deux éditions, mais pas sur le même tracé, si tu veux. C'est-à-dire extérieur. On avait d'un côté le fameux tracé traditionnel pour le premier Grand Prix, celui de Bahreïn, et on avait celui pour le Grand Prix de Sakir, qui avait eu lieu je crois que c'est l'Outer Track. Si je dis pas exact. Le circuit extérieur, qu'on pourrait résumer, voilà, ou traduire. Oui, c'était l'Outer Track et puis c'est bon, voilà. Avec Russell dans la Mercedes. Et oui, puisque Lewis Hamilton avait été touché par le Covid et obligé de se mettre en quarantaine et donc il n'avait pas pu participer. Et au bout d'un, c'était pris une petite claque. Un petit externe des familles. Et puis, en parlant de Bahreïn, j'ai toujours cette horrible édition 2010 en tête. Terrible ou horrible? Les deux. Ah, alors pourquoi terrible et horrible? Rappelle-nous. On était sur le tracé endurance avec l'espèce de proéminence avant avec le 4 et ces virages en S d'affilée horrible qui tuaient tout suivi de voitures et voilà. Ça peut arriver, on n'a pas toujours eu des idées brillantes en F1. Voilà. Bon, de merci, ce tracé a été oublié quand même. Voilà. Encore moins aujourd'hui. Et même en endurance, aujourd'hui, je crois qu'ils prennent le tracé classique. Oui. On est d'accord. Oui. Exact. Et Rome qui dit même qu'il y a une édition qu'une voiture a fait une boule de feu et le tonneau de Stroll la même année. Eh oui. C'est 2020, hein, Grosjean, et puis Stroll au deuxième départ. Exactement. Ils étaient chauds et c'est le moins qu'on puisse dire ce soir-là, les pilotes. C'était plus Grosjean qui a eu chaud que Stroll, hein. Après, faudra m'excuser, mais je pense que quand les autres ont été refroidis. Exact. Enfin, les autres sauf Stroll, hein, puisque il avait fait un tonneau. Ouais. Bon, alors, passons justement à l'actualité justement des infos. Non, attendez, avant ça,
Ça vous dit un petit tour de Bahreïn? Allez, let's go. C'est parti dans une Ferrari magnifique. C'était un tour qui vous avait été proposé par Louis, qu'on salue. Vous inquiétez pas, Louis n'est pas mort. C'est juste qu'il fait ses études en ce moment et qu'il n'a pas vraiment le temps de venir débriefer avec nous. Premier virage ici. Alors, je vais essayer de faire une petite pause. Hop, premier virage. Premier, deuxième virage. On revient juste sur ce premier virage. Excusez-moi, il est là. On est donc en deuxième vitesse, 70 km/h. Gros freinage. Zone de dépassement à cet endroit. On continue. Oui. Donc, le 2 et le 3. Et là, il faut faire attention sur ce vibreur extérieur parce que c'est ici qu'Esteban Ocon s'est fait avoir enculé. On en reparlera dans ce débrief. Et puis ensuite, accélération. À droite, c'est là où Romain Grosjean s'est craché en 2020. Et puis, on va arriver au numéro 4. C'est là que Verstappen, me semble-t-il, s'était craché. C'était en 20... c'était pas l'année d'ailleurs où il y avait l'outer track. C'était pas craché à cet endroit. Je me demande même si c'était pas une année ou deux plus tôt, non? C'est l'année où Pérez a gagné. Donc Pérez a gagné sur l'outer track, donc en 20. Ouais. Donc c'était là. Pérez était sur le Force India, Racing Point. Exactement, on continue. Et là, on arrive. Mercedes qui est. Oui, alors là, on arrive sur l'enchaînement le plus technique de ce circuit, surtout celui qui est le plus technique parce que ce sont 2 S et là, il faut bien se placer parce que sinon, tu peux te faire avoir. L'épingle du 8, là où Stroll avait fait son roulé-boulé, son tonneau. Et puis là... Ce double gauche. Là, messieurs, je voudrais votre avis. On arrive dans les virages 9 et 10. Freinage ultra difficile avec un blocage intempestif de la roue avant gauche. Ce double point de corde ici, qu'on passe en 3e vitesse, relance. Et là, ligne droite avec DRS, on active le DRS ici. Et puis on arrive dans les virages 11 et 12. Et puis 13 et 14. Le 13, c'est là où en F2, il a failli avoir un three-wide qui a failli mal se finir en course sprint. Le 14 ici. Autre ligne droite. Messieurs, si vous avez quelque chose à dire sur ce secteur 2 qu'on vient de passer, du coup. Bah, pas plus, à part que... Globalement, j'ai rien à redire sur ce circuit, il est parfait. Alors, et là, petite spécificité. Regardez. Là, vous avez le virage 15 ici. Et puis, tac, là où on est, c'est le virage 16. Vous voyez? Alors pourtant, il n'y a pas vraiment une forme de virage, mais c'est bien un virage sur le circuit. Donc, il y a 16 virages. La voie des stands à droite et DRS. Et on va monter, voilà. Et voilà un tour. Alors, il faut quand même préciser quelque chose. Tu parlais des virages 9 et 10, où tu vois, ça fait un freinage qui est hyper délicat. Je tiens à dire que c'est peut-être pour moi la partie, on va dire, tu parlais de la partie la plus technique en faisant du droit avant l'épingle, où je crois que c'est le 5 et 6. Mais pour moi, c'est plutôt le 9 et 10. Dans le sens, exactement, 5, 6, 7 en fait. Le gauche, droite et gauche. Voilà. Et ben, en fait, à cet endroit, le 9-10, en fait, les deux virages s'enchaînent en même temps. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut impérativement être hyper bien appuyé sans pour autant être en mode braquage, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que sinon, tu perds ta trajectoire. Et là, c'est là que tu peux véritablement sortir.
On va se remettre dans les virages 9 et 10. Excusez-moi. C'est là, voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est là-bas. Voilà. En fait, ici, tu arrives. En fait, quand tu arrives ici à cet endroit, déjà, ça va vite. Hein. Tu as vu la preuve, déjà, bon, 240 km/h en 6e vitesse atteint par Mister Louis, c'est quand même déjà beaucoup. On n'est pas plein de balles, mais presque. Ouais, 240 km/h exactement au plus fort avant de freiner, puisque à même 245. Ouais, une fraction de seconde, quoi. Ici, et voyez comment ça freinait là où il y a la ligne, là. Vous voyez la ligne où elle est? Là, il commence à freiner ici. Parce qu'en fait, il faut quand même rentrer avec de la vitesse dans le 9, mais tout en freinant, en fait. Ah bah oui, donc c'est un gros freinage à l'aveugle, quoi. Ah, exact. Alors, du coup, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il faut vraiment être hyper appliqué parce que c'est un freinage qui est hyper délicat. Ouais. Et c'est pas étonnant pourquoi aussi certaines fois on a eu des pilotes qui se sortaient au moment des qualifications, c'est parce que justement ils n'avaient pas justement le bon appui, si tu veux. Je crois que Raikkonen, il y a même en plus, après, il y a la relance pour le DRS. Raikkonen, il a même cassé une suspension, je crois, dans ce virage, lors de la qualification 2006. Ou 2005 d'ailleurs, je sais plus, l'une ou l'autre. Ah, c'était en 2006 qu'il avait cassé une suspension, mais je suis pas sûr que c'était à cet endroit-là. Je crois que c'était, je me demande si c'était pas dans le 15. Si c'était pas, je me demande si c'était pas ici. Non, enfin. Parce que c'est pas possible que ce soit dans le 15. Ce serait, alors, si c'est pas ici, ce serait alors le S suivant, donc le 11 et 12 peut-être. C'est là qu'il a cassé la suspension. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc du coup, c'est pour ça là, il faut être vraiment, donc comme j'ai dit, il faut être hyper appuyé pour être justement bien être à l'extérieur pour piquer à la corde et ensuite bien réaccélérer parce qu'en fait, ça conditionne toute la ligne droite derrière et c'est généralement même quand tu perds de l'appui et que tu pars à la faute, c'est déjà tu loupes ton tour de qualif, mais en même temps, c'est là que tu perds un max de temps. Bah, déjà, si t'as pas le DRS et que l'adversaire derrière toi, là, t'es double pénalisé, quoi. C'est ça. Alors, regardez quand Mister Louis a fait son freinage. Il a freiné, il est bien allé à la corde au 9 pour redresser et pour tourner ensuite, voyez la vitesse mini, on atteint 68 km/h avant de remettre les gaz. On est en gros, alors certains passent la deuxième, d'autres sont en troisième. Notamment les Mercedes étaient en troisième, les McLaren étaient en deuxième. Ouais, et après, il faut faire attention, surtout, il y a aussi un autre truc que j'ai pas évoqué, c'est au niveau des vibreurs. Il faut faire attention à pas trop mettre l'arrière sur les vibreurs parce qu'au moment d'accélération, sinon tu peux avoir un coup de raquette. Ça, c'est important. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce circuit. Passons maintenant à une info du paddock avant de parler du point technique. C'est ce circuit de Cape Town qu'on vous montre en image. Je ne vous montrerai pas longtemps parce que techniquement, on est en protection de copyright, donc je suis pas censée pouvoir vous la montrer, cette image. Donc voilà à quoi va ressembler ce circuit. 25 virages, ce qui en fera le troisième avec le plus grand nombre de virages après, le deuxième avec le plus grand nombre de virages après Jeddah et avant Singapour, me semble-t-il, qui maintenant avec les 4 virages de moins, ça fait 17 virages, 18 virages, voilà. Donc voilà à quoi devrait ressembler un futur Grand Prix en Afrique du Sud. Encore un circuit urbain autour du stade du Cap. Voilà. Bon, c'est un tracé qui a été dessiné par Tilke, mais qu'en pensez-vous? Je commence par LinkedIn. Sérieusement, je crois qu'on va remettre quand même l'église au centre du village parce que là, c'est pas possible. Eh ben, autant le dire, mais c'est n'importe quoi. Encore du tracé urbain. Autant le dire, on a un super circuit en Afrique du Sud. Alors, il n'est pas encore homologué, il est plus homologué grade 1, mais franchement, il pourrait quand même investir
pour le remettre aux normes. Ça avait accueilli quand même de super quand même courses à l'époque. Et là, ils veulent nous faire un circuit comme ça. Non, je suis désolé, et on va encore se retrouver avec encore. Et après derrière, on nous parle de courses qui sont chiantes, mais là, ça va l'être encore plus. Donc non, my bad, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Là, c'est débile. C'est débile. C'est pas de toi à dire. C'est voilà. Et toi, Valky, t'en penses quoi? Comme Linkin, quoi. Sachant que dans ce projet, en fait, il y a le projet qu'elle a mis et ce projet-là. C'est-à-dire que la décision va être prise par un conseil d'administration et tout ça pour juger la faisabilité des deux projets. Donc il y a le projet A qui est rénové Calami pour mettre grade 1 et tu as le projet B qui est ce circuit-là. Proposé par Tilke par le bureau de Tilke, voilà. Mais si c'est celui-là qui est choisi, ouais, bah encore un urbain chiant et impersonnel. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, vous savez, les layouts comme ça, les tracés qu'on voit en hauteur, on peut pas comprendre vraiment ce qu'ils sont. Il faudrait qu'on ait vraiment une image d'un tour pour savoir ce qu'on peut faire. Parce que pour moi, il y a quand même des zones de dépassement. Le virage 2, pour moi, est une zone de dépassement. Le 7 est un gros freinage et donc pour dépasser. Le 12 au bout est une zone de dépassement. Le 15 est une zone de dépassement. Et le 19 est une zone de dépassement, en réalité. Vous voyez ce que je veux vous dire? À savoir qu'ils veulent faire comme à Miami et mettre le paddock dans le stade. Pourquoi pas? Après, est-ce que, je sais pas comment vous dire. J'essaie de refaire une phrase complète. Est-ce que finalement, Calami, c'est quand même une bonne idée? En soi, sur le papier, c'est plutôt quelque chose de sympa à revoir. Parce que je me souviens plus du tracé de Calami. Il faut que je regarde. Mais allez-y, parlez les garçons. Je vais chercher une image du tracé de Calami juste pour moi. Bah, autant dire, sur le papier, l'idée, elle est bonne, tu vois, de revenir à Calami, le Grand Prix d'Afrique du Sud, c'est chargé d'histoire. Mais honnêtement, on a un super circuit comme Calami, et je l'ai dit déjà précédemment, mais autant revenir sur une piste comme ça. C'est voilà, c'est tout le contexte derrière du sport qui va être impacté. Alors oui, on peut avoir, oui, on n'a pas on n'a pas de stade à côté, mais en fait, en gros, ça va servir à quoi de peut-être de pas avoir de stade à côté d'un circuit comme celui de Calami? Ça peut, c'est tout simple. Au moins, tu es sur une vraie zone infrastructure de piste et il n'y a pas de problème. Donc, je sais pas, moi Après, j'avais lu aussi qu'ils avaient envisagé de faire passer par le stade, sauf que ils n'ont pas retenu l'idée. Ah bah c'est-à-dire faire passer les fins dans le stade? Oui, bah ils ont proposé ça. un peu comme ce qu'on a avec le Mexique, quoi, tu vois, où tu passes. Oui, ou alors comme ils avaient fait en FE en Corée. Ah, je suis pas fan des démons. Alors, il faut savoir que le Grand Prix d'Afrique du Sud, tel qu'on l'a connu avec la piste actuelle, donc la piste de 4 km 261, le Grand Prix n'était disputé que 2 fois avec le nouveau tracé, en 1992 et en 1993, avec pole position et victoire de Nigel Mansell en 1992, ainsi que le meilleur tour, pole position en 93 et victoire et meilleur tour d'Alain Prost en 93. Voilà. Bah, après, ça a été longtemps un Grand Prix sous l'apartheid.
Donc soit sous un régime de racisme et tout ça. Donc au final, il y a un historique, mais pas très positif. C'est vrai, mais j'aime bien Rome qui dit de toute façon Suzy Wolf va prendre les rênes de la FIA et toutes les idées comme ça va être annulé. Je le dis en premier. Je dis ici en premier. Pas sûr, Rome, pas sûr. Déjà que foncièrement Imola est en danger dans le calendrier puisque maintenant la norme ce sera un Grand Prix par pays. Donc voilà. Et non, Rome, je suis désolée, je ne regarde pas l'endurance GT. Parce que si vraiment je devais regarder toutes les compétitions de sport automobile qui existent, je passerais mes journées et mes nuits à regarder. Ouais. Tu vois Adieu vie sociale. C'est ça. Donc, maintenant, passons à la deuxième info. Moi, ça c'est un petit peu mon petit sujet qui me fait vraiment trop plaisir déjà à évoquer. Et puis moi, Le point quand j'ai vu technique ça, peut-être, c'est ça, Linky, non? c'est pas le point technique, mon cher Valentin. C'est ce petit, ce tour, on va dire, ce tour d'honneur de Jackie Stewart dans la Tyrrell. Ah oui, effectivement, ce week-end. Alors, Oh, je vais essayer de vous trouver une photo, tiens, pour vous l'illustrer. On va trouver une photo. Tu tapes la Tyrrell. Non, attends, je sais. Non, laisse-moi faire, je sais comment je vais faire. Il connaît Internet. Voilà, c'est pas un papy. Non, vas-y. Alors franchement, Jackie Stewart a fait un tour dans la Tyrrell Ford Cosworth de 1973 avec laquelle il a remporté son dernier titre de champion du monde. Et en fait, je l'ai su à la suite qu'il a fait ça dans le but de récolter des dons avec pour objectif de les reverser à une association, je crois, contre la maladie des os, parce que en fait, la compagne de Jackie Stewart est atteinte de d'une maladie qui est assez grave au niveau des os, et je vais vous le détailler très clairement ce que c'est. C'est donc Jackie Stewart, et du coup, en fait, Alors, attendez, pardon, ça, je vous ai montré Eddie Jordan, mais on n'en avait pas la dernière fois. Mais alors, c'est pour vous mettre une photo, je vais vous la mettre dans un des deux trucs d'Eddie Jordan, comme ça, parce qu'on lui a déjà rendu un hommage. Hop. Voilà, regardez, elle est là. Là, voilà la voiture qu'il a conduite. Alors, on n'a pas une photo sur la piste, par contre, j'ai la photo de la voiture. C'est elle. Ouais, mais là, Valentin, voilà. Faut la rétrécir, la voiture. La photo, voilà. Nickel. En fait, donc, du coup, ce que j'ai expliqué, et après avoir fait ma petite recherche, en fait, ce qui se passe, c'est que l'épouse de Jackie Stewart est atteinte de démence depuis 2014. C'est une forme de démence, c'est-à-dire que ça abîme les os. Du coup, Jackie Stewart, en ce moment, se livre un combat, une association pour, on va dire, trouver des remèdes afin de guérir, en fait, en gros, cette maladie. Voilà. Et en fait, il a fait un tour avec cette Tyrrell dans le but de récolter justement les fonds afin d'y reverser. Donc pour ça, franchement, ça a été super classe. Et en même temps, ça a permis de faire connaître probablement à une jeune génération qui regarde la Formule 1 depuis un moment, parce qu'aujourd'hui, ceux qui regardent aujourd'hui la F1 ne sont pas spécialement que des passionnés de voiture. Aujourd'hui, maintenant, il y a des créateurs de contenu, il y a des gens qui regardent depuis Drive to Survive. En fait, ça s'est bien élargi. Donc l'objectif était de faire prendre conscience un petit peu des Formule 1, de ce que c'était à l'époque. Et autant le dire, et puis même d'ailleurs, et c'est là que je reconnais, je salue la très bonne remarque de Franck Montagny sur Canal+, qui disait qu'à l'époque, pour piloter ces Formule 1-là, il fallait avoir beaucoup de courage. Et donc pour ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et en plus, pour accompagner
cette association, il a mis en enchère un casque où tous les champions du monde encore vivants ont signé. Oui. On voit quelques signatures sur le casque. Oui. Mais ça. Oui, vas-y, excuse-moi. Non. Allez-y, messieurs. Je réponds juste à Rome dans le chat en textuel, mais allez-y. Alors, elle avait quoi comme particularité? Tiens, toi, Linkin, qui est un peu notre historien et qui adore les voitures anciennes. Elle avait quoi comme particularité, cette Stewart? Parce qu'on voit bien que ça ressemble pas du tout aux voitures d'aujourd'hui. C'est une Tyrrell. C'est une Tyrrell. C'est une Tyrrell. Une Tyrrell, pardon. La Tyrrell de Jackie Stewart. Voilà. En fait, c'est. Ça, c'était des Formule 1 comme aujourd'hui, comme on n'en fera plus des comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque constructeur avait la particularité de créer, en tout cas avec le règlement, de pouvoir créer une voiture un petit peu différente, un peu sous des formes un peu différentes de choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et cette voiture-là, par exemple, on pourra le constater que ces voitures-là n'avaient pas de direction assistée, par exemple. Donc, quand je disais qu'il fallait avoir le passage des rapports avec la fameuse boîte en H, elle était quand même raide. Il fallait savoir maîtriser la maîtrise. Il fallait maîtriser le talon pointe à l'époque. Il quand même. Et ça, c'était franchement quelque chose de gratifiant parce que là, c'est là que tu prenais conscience de la notion de ce que un pilote devait être capable de faire avant d'arriver en Formule 1. Il fallait vraiment. Il n'y avait pas de crash box, donc le moins de contact, c'est les jambes cassées, minimum. Exactement. Non, mais c'est surtout que ces voitures-là, elles avaient aussi souvent tendance, et ça on ne souligne généralement jamais assez, mais elles pouvaient prendre feu beaucoup plus facilement que par rapport à aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas tous ces systèmes de sécurité comme on a aujourd'hui. Alors, il y avait moins d'isolation, c'est sûr. C'est pas qu'il y avait moins d'isolation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu étais assis dans. Les pilotes le disent, hein, si vous regardez, si vous prenez l'exemple de Rush, quand vous voyez la fameuse scène de James Hunt qui décrit sa escate à une amie de son patron à l'époque, il le dit, en fait, c'est comme dans un petit cercueil où vous êtes entouré par les réservoirs d'essence. Et quand vous êtes assis sur les réservoirs d'essence, quand il y avait un contact, ça pouvait brûler. Et encore, la escape, c'est une petite écurie. Donc, il n'y a pas tous les moyens qu'avaient Ferrari ou McLaren. Exactement. Après, mais peu importe, j'ai envie de te dire, une voiture de l'époque, même si c'est une voiture qui était de fond de grille ou quoi que ce soit, il fallait quand même avoir un sacré gros coup de volant pour savoir maîtriser ça. Même aujourd'hui, tu demandes, regarde alors, aujourd'hui, tu demandes à un pilote d'aujourd'hui de tester une Formule 1 de l'époque, ça va être très compliqué. Alors, Charles Leclerc s'est essayé, lui-même, il l'a dit, lui, quand il a testé la Ferrari 312T de Niki Lauda, donc celle qui avait été championne du monde en 75, il l'a dit, mais c'est ultra physique. Rien qu'à voir les F3000 ou les F3 de l'époque. Ah bah oui, hein, mais de toute façon, c'était peut-être une motorisation moins puissante, mais ça c'était quand même à l'époque des cœurs roulants à l'époque, alors que c'était des F3000 ou des voilà. Ah mais totalement, parce que regarde, imagine-toi, le châssis c'est un monocoque en aluminium, donc c'est quand même énorme. Tu soulèves le truc, hop, c'est ultra tout léger. Oula, la suspension. Et à l'époque, tu pouvais démonter la coque, chose qu'aujourd'hui tu peux moins faire. Effectivement, oui. Tu pouvais la soulever pour rentrer plus facilement et après on te la refixait sur toi. Exactement. Regarde, t'as des doubles triangulations au niveau t'as une double triangulation au niveau des suspensions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les ressorts, c'est des ressorts hélicoïdaux.
Le moteur, c'est le Cosworth, le V8 à 90 degrés atmosphériques. Mais alors, mon Dieu, ce moteur, il est incroyable. La mécanique, comme on n'en fait plus en soi. Ah, mais Valky, tu te rappelles de ce que je t'avais dit à Rétromobile Oui, il y a 2 mois? Avec la physionomie particulière de la Matra, oui. Oui, mais tu te souviens de par rapport à ce V8, ce que je t'avais évoqué? Tu t'en souviens de ce que je t'avais raconté? Il y avait une sonorité de dingue, une performance de dingue. Ah, mais ce moteur, ce V8, et je l'ai indéniablement souligné, et puis c'est que celui-là, ce moteur, on n'en refera plus jamais un comme ça. Ça change trop vite avec tous les règlements, et ce moteur, il a quasiment tout gagné. C'est un des moteurs qui a gagné le plus de titres en Formule 1. Il a gagné pas loin de 180 Grands Prix. Il a gagné pas loin de 10 titres de champion du monde de Formule 1. C'est le V8 par excellence. C'était à l'époque qu'on pouvait faire de mieux. Et franchement, moi. Après, aussi à l'époque, on s'adaptait facilement au châssis. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'adapter châssis et moteur. Exact. Ah, ça, c'est certain. C'est certain. Et moi, honnêtement. Et voir McLaren Honda, voilà quoi. Quand ça s'est goupillé pour insérer l'Honda dans le châssis McLaren en 2015. Ouais, ils avaient inventé un concept, McLaren avait inventé un concept qui ne marchait pas bien et qui s'adaptait pas au moteur. Et voilà, on a vu ce que ça a donné. Et puis voilà, mais honnêtement, je vais peut-être être un peu, je vais peut-être dire un compliment qui est peut-être un petit peu, un peu grossier comme ça, mais qui est franchement est comme un super compliment. Je dis merci pour votre grosse paire de couilles, monsieur Stewart. Pour maîtriser un engin, pour maîtriser la tirette pareil. Merci pour votre grosse paire de couilles. Alors, tiens, moi j'avais une question. Jackie Stewart est un gros défenseur de la sécurité aujourd'hui. Et qu'il l'était déjà à l'époque. Excusez-moi, moi j'avais une question à vous poser. Si on vous offrait la possibilité de conduire une monoplace, n'importe laquelle, que ce soit une récente ou une très ancienne, quelle voiture vous aimeriez piloter si on vous en donnait la possibilité? Linkin, toi qui est notre historien, si tu devais n'en choisir qu'une seule à piloter. C'est un peu difficile parce que moi j'ai déjà essayé une Formule 4 d'aujourd'hui. Donc ça c'est déjà pas si simple. Ah, je vais être un peu ah, je vais être chauvin, hein, je vais prendre la tradition française, je dirais la MS80, la Matra MS80. Ouais, d'accord. Date de quelle année, Linkin, excuse-moi, je t'ai pas demandé. La Matra MS80, je crois que c'est celle qui avait gagné justement le premier titre, je crois, en 69 avec Stewart. La Matra Motor Coast, c'était Matra International. Et ils avaient le fameux V8 derrière, au cul. Le fameux Ford Cosworth 430 chevaux. Ouais. Et toi, Valky, s'il y avait une seule voiture que tu pourrais piloter? J'hésite entre deux. F2000 ou F2004. Ah, donc soit la Ferrari de Schumacher et Irvine en 2000. Non, Barrichello, pardon, puisque Irvine s'est arrêté à la fin de l'année 1999 chez Ferrari. Donc, soit la F2000, donc celle où Schumacher a remporté son tout premier titre de champion du monde de pilote après l'ère Benetton, c'est ça. Soit la F2004, c'est-à-dire la monoplace. Soit le revival de Ferrari, soit le pinacle de Ferrari. Voilà. Ouais. Ah bah ce sont des belles voitures. Moi, si j'avais la possibilité d'en conduire une, je sais pas laquelle ce serait parce qu'il y a plein de. Euh, je pense que ce serait plutôt une voiture des années 2000 parce que c'est celle qui en ligne droite allait le plus vite.
en termes de rapport entre la puissance qu'elle développait. Peut-être la Williams BMW de genre 2001, l'époque Montoya, Schumacher, tu vois. En plus avec les pneus Michelin, tu vois. J'ai lu dans tes pensées. Tu m'as dit F1 année 2000, j'ai immédiatement ciblé Montoya. C'est ça. Mais Je quel les connais pilote bien. Montoya. D'ailleurs, je voudrais vous dire, allez voir la chaîne de Yann As de Lyon, il vous propose des saisons historiques de F1. Et là, en ce moment, il vous upload la saison 2002 de Formule 1. D'ailleurs, il vient d'uploader le Grand Prix de Monaco 2002, si vous voulez aller voir. On verra ça. Alors, ensuite, Comme dirait l'autre, suivant. Du coup, on a eu au niveau des infos du paddock. Vous voulez apparemment parler de Jack Doohan, un truc comme ça? Parlons de Jack si vous voulez. Moi, je ne contrôle plus rien, vous savez. C'est vous qui contrôlez ce débrief. Hein. Moi, je n'en suis que le présentateur. Vous savez, vous voulez qu'on parle de Doohan? Alors, il y a une rumeur qui circule dans le paddock comme quoi Doohan aurait sa place d'assuré jusqu'à l'été. Et puis surtout, on a eu les fameux résultats des tests comparatifs entre Colapinto et Paul Aron à Imola. Il paraît que Aron était 7 dixièmes moins vite que Colapinto. Donc, par la réciproque, Colapinto était 7 dixièmes plus vite que Aron. Voyez-vous? Donc, si Doohan devait être remplacé par quelqu'un, ce sera plutôt par Colapinto. Mais en tout cas, sachez que, d'après les rumeurs, la place de Doohan serait assurée jusqu'à l'été. Et donc, voilà, parce que les patrons de l'écurie, contrairement à Briator, les patrons d'écurie ont été impressionnés par les débuts de Jack Doohan, malgré son crash à Suzuka. Et notamment, ils ont été impressionnés du fait que Doohan était clairement dans le rythme de Gasly, notamment en qualification, pas encore en course, mais notamment en qualification quand il faut aligner un tour rapide. Donc, excusez-moi. Donc voilà. Bon, Moi, c'est positif déjà. Ouais, ça vous inspire quoi? Ça lui laisse déjà un peu plus de temps pour performer et marquer des points. Alors, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais ça lui laisse un peu plus de marge que s'il était remplacé dès Miami ou Imola. Oui, ça lui laisse plus de marge pour se développer. Moins de pression, voilà. Alors, pour te donner un petit peu mon avis, Doohan fait un début de saison qui est quand même relativement discret. Il est OK dans les performances, certaines fois de Gasly, mais bon, il n'est pas encore suffisamment, en tout cas à sa hauteur. Mais ça, on va dire que c'est sa première saison. Et puis, il faut savoir que Pierre Gasly, lui, il a commencé en 2018. Ça fait déjà quasiment 7 ans qu'il est en Formule 1. On ne peut pas comme ça rattraper d'un coup 7 années d'expérience. C'est pas possible. À moins si on oublie Hülkenberg, Hamilton, Alonso, c'est un des plus capés. De qui vous parlez? Gasly. Alors attendez, je vais vous donner le chiffre tout de suite sur les pilotes en activité. Alors. Ceux qui ont le plus de bouteilles, c'est Alonso, Hamilton, hein, parce que ce sont ceux qui sont là depuis un long moment. Hein. Sachant qu'Hamilton, il est là depuis 2007. Est-ce que j'ai, voilà, le nombre de grands prix parmi les pilotes en activité. Non, Gasly n'est que le 2, 4, 6, 8e. Avec 157 départs.
excusez-moi, Ocon, on est à 160, Stroll 170, Carlos Sainz, on est à 210, Max 213, Hülkenberg 231, Lewis 360, Alonso 405. Donc oui, c'est pas le plus capé si on oublie le truc, les indéboulonnables depuis des années, mais ça reste un pilote de confiance qui face à un rookie passe difficilement, quoi. Sachant que Douane, ça n'est que son 5e départ hein, cette année. Ouais, bah, c'est clair. Mais bon, vaut mieux aujourd'hui qu'il soit peut-être d'abord discret, qu'il se fasse franchement une saison d'apprentissage et quoi que ce soit, mais qui quand même, dans le sens, quand même, faudrait qu'il soit un petit peu plus régulier, quoi. C'est-à-dire dans ses tu vois, dans ses places à l'arrivée, etc. Faudrait qu'il soit un peu plus régulier. Comme ça, au Surtout moins, ça quand on permet. voit que Gasly a permis à Alpine de débloquer le compteur. Ben oui, alors justement, le but, ça serait que Douane en fasse pareil. Je sais pas, Val, toi, Val, ce que tu en penses. De Douane? Ouais, par rapport au fait qu'il faut qu'il soit un peu plus régulier par rapport à Gasly, quoi. C'est ça qu'on veut te. Bah bien sûr, mais en fait la régularité, on dit, vous savez, on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc par analogie, la régularité vient en faisant le plus de grands prix. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et j'adore quand Rome dit, bah Red Bull avait dit, oh c'est ça pour le Sun. Oui, sauf que, excuse-moi, là j'ai plus foi en la fiabilité d'Alpine, encore que Alpine nous a montré qu'il pouvait être très très salopard, pardon. Tandis que là non, parce que Briator aimerait dégager Douane plus tôt, mais bah tiens, allez, un spam, ça faisait longtemps, tiens. Allez, bannir. Yes. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mon eau était bonne, Rome, t'inquiète pas. C'était juste parce que je tousse, parce que j'étais pas assez hydratée au niveau de la gorge. Et donc, je disais, j'ai plus foi en Alpine de garder Douane jusqu'à l'été, parce qu'ils auraient pas intérêt à le changer en milieu. On le voit avec Tsunoda. Est-ce que l'arrivée de Tsunoda a vraiment changé quelque chose du côté de Red Bull? Bah non. Excusez-moi, j'en doute. Il faut savoir d'ailleurs que réglementairement, vous ne le saviez peut-être pas, mais une équipe a le droit d'aligner sur ces deux voitures un total de 4 pilotes par saison. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, mais Rome, si c'est juste pour pas que les voitures soient dernières, ça n'a aucun intérêt. Parce que, excuse-moi, c'est pas l'apport de Tsunoda qui va lui permettre de... C'est pas l'apport de Tsunoda qui va permettre de remporter le constructeur. Faut pas extrapoler. Le constructeur, cette année, ça va clairement jouer entre McLaren et puis Mercedes et peut-être Ferrari s'ils arrivent à se relever à un moment donné. Mais ça va clairement jouer entre ces deux-là, entre ces deux écuries-là, pour moi, McLaren et Mercedes. Mais ouais, exactement. En vrai de vrai. Donc non, en fait, Rome, pour t'expliquer, j'ai donc plus foi en Alpine parce que il n'y a pas que Briator qui décide, il y a aussi l'état-major d'Alpine. Et je pense que c'est pas du flanc quand l'état-major d'Alpine dit qu'ils ont été qu'ils ont été plutôt impressionnés par les performances de Lawson, hein. Je pense qu'on peut les croire, tu vois. J'aurais plus foi en Alpine que je n'ai foi en Red Bull. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En même temps, avoir foi en Red Bull et donc Mark Warner, ouais, difficilement, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, Helmut Marko et Christian Horner sont en train de s'entretuer. Donc, de toute façon, on va pas se mentir que on parlait de dérive
Tu sais, lors du dernier Grand Prix, Valentin, tu me confirmes si je dis vrai. Mais en ce moment, Red Bull risque à un moment donné de dériver. Bah là, ça fait un moment qu'ils sont en dérive déjà. Mais là, ça devient encore pire, quoi. Ouais. Sans compter que officiellement l'année prochaine, ça deviendra Red Bull Ford. Ouais. Ah bah alors là, Red Bull, le problème c'est qu'en plus le moteur Ford, pour qu'il soit plutôt il soit dans les bonnes, on va dire dans les bonnes conditions, j'ai envie de te dire, pour que ça marche tout de suite, il va en falloir un peu de temps. Moi, je préfère le garantir. C'est ça. Après, il serait plus ou moins basé sur le Red Bull, le moteur actuel. Donc, techniquement, du Honda. C'est ça. On passe maintenant au point technique de l'Inquin. Parce que je veux pas dire, il est presque 22h quand même. Hein. Ouais, il faut qu'on réagisse. Allez. Allez, le point technique. Pardon. Et en plus, tu en rajoutes. Toujours. Ninkin, ce soir, tu voulais nous parler de Red Bull. Ouais, en fait, c'est plus une image comparative, en fait. Et notamment du capot moteur. Ouais, alors c'est une image, on va dire, c'est plus une image de comparaison, on va dire ça comme ça. C'est juste pour expliquer, en fait, en gros, c'est... Pardon, il y a Rome qui... Et Rome, très bonne réponse. C'est la livrée, la différence. Ah, et il y a le taulier qui se pointe. Salut, Angel. Alors, je vais essayer quand même de faire mon point technique, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Alors, en fait, cette image, c'est plus une image de comparatif. En fait, en gros, pour expliquer un petit peu pourquoi justement je montre ça, c'est pour vous montrer l'aspect qui différencie le Japon et Bahreïn. Sur la photo, en fait, que vous voyez au niveau du Japon, vous voyez que le capot est complètement fermé. En fait, c'est normal pour la simple bonne raison qu'au Japon, les deux aspects qu'on a besoin, c'est une question d'avoir un châssis qui tient la route avec un bon moteur. Bahreïn, en fait, là, c'est plus un circuit, on va dire, de rapidité et surtout de température moteur. Ça veut dire qu'en fait, c'est qu'à Bahreïn, comme on est dans le désert, eh ben, il fait beaucoup plus chaud que par rapport au Japon. Donc, et suite à ça, tu as moins d'air frais. Donc, justement, pour pouvoir refroidir au maximum le moteur, il faut impérativement mettre justement ces aérations pour que ça s'évacue au maximum. Parce que malheureusement, les sorties derrière au niveau des diffuseurs, ça ne sortirait pas suffisamment d'air. Et malheureusement, après, le moteur, c'est là qui risque en partie après de surchauffer et donc de casser. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous a été... Et encore, on parle du désert, mais de nuit. Oui, voilà. Alors, même si on va dire que la température, elle est quand même plus basse, eh ben, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'ils ont Red Bull installe ces aérations-là. C'est très, très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Red Bull. Et d'ailleurs, c'est pas une update, c'est pas une amélioration, c'est juste une adaptation au circuit, quoi. Voilà. Exactement. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Valentin, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou est-ce que... Absolument pas, parce que tu étais très complet, cher LinkedIn, donc moi, j'ai rien à dire. Effectivement, la différence, c'est d'abord, la livrée, évidemment, hein, c'est pas très difficile, et puis 2, c'est ces aérations. Bah, c'est ces fameuses ouïes, hein, vous savez, c'est pour refroidir le moteur. Exactement. Mais de toute façon, je vais pas vous mentir quelque chose, hein. La couleur, on va dire, de la livrée, c'est pas ça qui changera véritablement la température d'un moteur. Non. Ah, quoique, avec l'absorption de la chaleur, non? Ah oui, je me souviens, avec la Mercedes noire et la Mercedes blanche, il n'y avait pas une histoire de température, LinkedIn. À l'époque, je crois que si. Hein. Pas vraiment, parce que ce qui se passe, c'est tout l'aspect périphérique, justement, qui entre en action. C'est pas
c'est pas un aspect de déco de carrosserie ou ce que vous voulez qui fait qui fait que ça fait mieux refroidir le moteur. Hein. Alors, Rome qui dit LinkedIn, excuse-moi, à cause de ma vanne qui a été interrompue par une excellente explication. Ouais, bah, hein. Ballon de baudruche. Hein. Voilà. Bon, enfin. C'est ça, allez, exactement. Let's go. On parle maintenant du Grand Prix du Bahreïn. Que dire de ce Grand Prix de Bahreïn En fait, on s'est pas ennuyé. Bah, déjà. En fait, comparaison du Japon, on s'est pas ennuyé déjà. J'aime bien Angel qui dit si on n'est pas là pour foutre le bordel aussi. Alors, je rappelle quand même, chers spectateurs, que vous êtes pas là pour nous enfoncer et pour foutre le bazar. Vous êtes là pour participer avec nous. Alors que vous soyez d'une humeur joyeuse, je veux bien. D'accord, j'ai rien contre ça. Et d'ailleurs, heureusement que vous venez d'une humeur joyeuse. Mais mais tant que vous n'êtes pas les trolls, ça va quoi. Exactement, il a trouvé le mot. Alors, Bahreïn. Alors, les séances d'essai se sont plutôt bien passées. Globalement, on n'a pas eu d'interruption au drapeau rouge. Si, non, on a eu une simple virtual safety car en FP3 pour dégager la voiture de Nico Hülkenberg. Voilà. Qui était près d'un poste de commissaire avant le virage 8. Problème technique sur la voiture. Sinon, bah, c'est toujours pareil, hein, séance dominée par les McLaren, pardon. Surtout celle de Norris. Alors, ce qui est assez bizarre, il faudra que il faudra quand même qu'on m'explique quelque chose, parce que vous savez que Norris, il ils font des blagues, vous n'êtes. Non, ce que j'essayais de dire, c'est que Concentre-toi. C'est que j'essaie de comprendre quelque chose quand même, et on va ouvrir un premier débat sur McLaren et notamment sur Lando Norris, qui a quand même déclaré ne pas se sentir à l'aise avec la voiture, alors que pourtant il avait l'air de faire des tours réguliers et d'être plutôt performant avec la voiture. Est-ce que vous, ça vous étonne en réalité, ou est-ce que parce que moi, quand j'ai lu la déclat de Norris, ça m'a étonné dans le sens où bah t'as pas l'impression qu'il est pas du tout à l'aise avec la voiture. Alors, moi autant te le dire, ça m'étonne aussi, mais après, je vais quand même, alors peut-être que je vais suivre une logique à la con, hein, mais est-ce que McLaren ne serait pas plus en ce moment en train de tailler la voiture pour Piastri que pour Norris? Bah, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même parce que non, en fait, Angel, c'est une vraie déclat. Il l'a vraiment dit en fait. Et surtout, ça faisait suite, vous savez que Verstappen a dit en arrivant à Bahreïn, ouais, moi si je monte dans la McLaren, je gagne toutes les courses. Et Norris qui lui a répondu en disant, ouais, je t'invite à faire un test et tu verras que tu n'y arriveras pas, quoi. Voilà. Bah, c'est aussi un peu le rôle de Verstappen de mettre la pression. Et il avait 1 point de retard en arrivant à Bahreïn. Et c'est suite à cette déclat qu'il y a eu cet autre déclat, Angel. C'est pas putaclic, ça a vraiment été dit par Norris. Norris se sent pas du tout à l'aise avec la voiture. Il a même répété à la fin de la qualification au micro de Margot de Laurent Dupin, pardon. Et donc, effectivement, c'est assez bizarre, surtout pour un garçon qui s'est battu pour un championnat l'année dernière et qui avait l'air de faire corps avec sa McLaren. Là, cette année, c'est plus vraiment le cas. Eh ben, on verra ce que ça donne sur les prochains Grands Prix. Mais bon, je pense que... On va demander son avis à Valky. Valky, tu es toujours avec nous, mon petit? Je suis toujours là, oui. Alors, ton avis sur cette déclat de Max Verstappen, n'importe quoi. Sur cette déclat de Lando Norris, pardon. Honnêtement, je saurais pas quoi dire parce que à la fois
ça peut se comprendre si ils veulent mettre le titre sur Piastri. Et de l'autre, pourquoi ils mettraient la priorité sur uniquement Piastri, alors qu'ils ont 2 top pilotes. Donc, honnêtement, j'ai pas d'avis dessus. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est assez bizarre parce que McLaren n'a jamais privilégié finalement l'un ou l'autre des pilotes. On le voit d'ailleurs en ce début de saison. Ils ont jamais privilégié l'un ou l'autre des pilotes. Donc, Ils ont toujours été hésitants, quoi. Non, mais moi non plus, Angel, je suis pas sûre qu'ils fassent une voiture plus pour l'un que pour l'autre parce qu'ils veulent pas devenir une Red Bull bis, vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que Norris a vraiment trouvé le bon style de pilotage avec cette McLaren? C'est peut-être ça aussi finalement la question qu'il faut se poser. Après, oui, et avec la c'est peut-être le déclaration niveau de confort au niveau du pilotage et même au niveau des réglages de boîte. Ouais, et avec peut-être. la déclaration qu'il a faite, non. Et tu le vois, par exemple, quand il fait des tours de qualification aux essais, il a du mal à aligner les 3 secteurs. Ça s'est encore vu à Bahreïn. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté une meilleure position sur la grille en Q3. Il était incapable d'aligner ces 3 secteurs. Alors que Piastri l'a fait. Et ça, c'est signe d'un pilote qui n'est pas complètement en confiance. Alors, Angel disait quelque chose d'intéressant que je vous résume parce que je ne vais pas vous lire l'ensemble des messages, mais je vous le résume. En gros, Angel nous dit que finalement, peut-être que Norris, c'est la concurrence avec Piastri, finalement, qui est plus intense que ce qu'il pensait, qu'il pousserait à faire cette déclat. Parce que comme il est obligé de pousser plus sur la voiture, que c'est pas son style de pilotage, finalement, comme il se fait mener un peu la vie dure par son coéquipier, c'est peut-être, ce qui explique ce qui explique ça en réalité. Après, quand on voit le rythme qu'a eu Piastri sur tout le week-end, il était clairement supérieur à Norris. Exact, il était le plus vite. Mais il y a un autre truc quand même. Attends, je vais quand même revenir sur un. Je me rappelle, j'avais fait une déclaration, je me rappelle en 2023, quand on avait reçu Anthony Drevet à l'occasion du débrief du Grand Prix du Japon. J'avais dit à Anthony, avec Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton, est-ce que, justement, on parlait de ces pilotes qui créent souvent la surprise, mais est-ce que, et j'avais posé la question à Anthony, est-ce que, à tout hasard, Piastri ne serait pas peut-être ne serait peut-être pas celui qui créerait peut-être plus la surprise par rapport à tous ceux qui sont arrivés depuis bien longtemps? Et Anthony Drevet nous l'avait expliqué de façon formelle. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, à revoir le débrief sur YouTube. Il m'a dit, mais attention, LinkedIn, Oscar Piastri, c'est un grand nom du pilotage, il a quasiment tout remporté là où il est passé. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'Oscar Piastri, en termes de palmarès, a remporté consécutivement la Formule 3, c'était en 2020, 2020, puisque c'était la même saison que Théo Pourchaire. Et il a remporté la F2 dès sa première saison en 2021. Ouais. Et il a eu une année sabbatique avant d'atterrir chez McLaren en 23. Exact. Exact. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là je relance peut-être un petit peu certaines questions qu'on a déjà évoquées précédemment, mais c'est un peu normal parce que justement c'est là que peut-être on est en train de se dire qu'il y a peut-être un tournant qui est en train de se faire progressivement dans le championnat. C'est ça. Après, il faut dire que Piastri est en confiance aussi, vu qu'il était reconduit il n'y a pas longtemps. On rappelle quand même que Piastri, sur les 4 Grands Prix, il en a remporté 2 avec celui de Bahreïn. Hein. Il a remporté la moitié des Grands Prix auxquels il a participé en 2025.
Oui. Donc, voilà. Donc, alors, ensuite, Alors, qu'est-ce qu'on... on parle de qui maintenant dans ce week-end? Qui vous a le plus impressionné? Moi, j'aimerais qu'on parle d'Ocon. Mais on en parlera peut-être après si vous voulez parler plutôt du cas Verstappen. Comme vous voulez. Alors, moi, je vais plutôt, au-delà de parler du cas Verstappen, on va surtout parler du cas Red Bull en lui-même. Ouais. Alors, juste, je regarde les messages d'Angel et qui nous explique qu'effectivement, Piastri, il est bien, il est à l'aise, il se met pas la pression, il profite juste, c'est juste du plaisir. Du coup, c'est plus simple pour lui, l'aisance et la confiance en soi qu'à Piastri. Je suis sûre que si tu le fous chez Red Bull avec Max, Max perdra aussi ses moyens. Alors, ça, par contre, Angel, j'en suis pas aussi sûre. Parce que tant que Verstappen, de toute manière, sera chez Red Bull, tu pourras mettre n'importe quel pilote, ça le fera pas en deuxième pilote. Et Angel qui dit c'est Gasly qui m'a impressionné et Ron dit que c'est Bierman. Bon bah on va en parler, ne vous inquiétez pas. Regardons quand même ce qui s'est passé parce qu'on a vu très vite les 3 classements des essais libres. Les qualifs, vous voyez que pour le sol ça n'allait pas très bien. Puisqu'il a été éliminé en Q1. Faut dire que pour les visa cash, c'était pas leur grand prix, hein, Bahreïn. Elles ont vraiment été en difficulté. Isaac aussi, il a été. Voilà. D'ailleurs, il est 12e de la Q2. Donc pas, voilà. Et puis le top 10 avec Yuki, seulement 10e. Hamilton, seulement 9e. Quand même loin, hein. Il était à 6 dixièmes quasiment de son coéquipier. Évidemment, je comprends pourquoi vous parlez tous de Pierre Gasly, parce qu'un cinquième temps, mais 4e place sur la grille après la rétrogradation d'une place de Russell et de Kimi Antonelli. Ouais, ça, on en parle aussi. Voilà. Alors ça, c'est la grille, mais qui prend pas en compte le changement de Russell et d'Antonelli. Voilà. Alors, on commence par qui? On commence par le cas des Red Bull. Bon, les Red Bull, hein, pas surprenant. Donc, sur la grille, elles étaient 7e. Elles étaient 7e, pardon. Et elles étaient 7e et 10e. C'est rare de voir Verstappen autant en difficulté dans une séance de qualification. Verstappen, de toute manière, il s'est plaint tout le week-end. T'as pas entendu Tsunoda une seule fois à la radio. D'accord? Par contre, t'as entendu Verstappen se plaindre. Le grip n'allait pas. La voiture ne freine pas. C'était pas les vitesses cette fois-ci. La boîte de vitesse avait l'air d'aller pas trop mal en termes de rétrogradation agressive ou pas. Mais vraiment, depuis, vous savez qu'il y avait eu cet épisode, je crois c'était en Hongrie l'année dernière, je l'avais jamais autant entendu se plaindre. Ou alors, Tsunoda s'est plaint, mais on n'a pas passé à les plus messages. Faible dose, ou alors il n'a pas été diffusé par la diffusion. Il n'a pas été montré par la diffusion internationale aussi. C'est bien ce que je te dis, il a été censuré, notre petit Yuki. Si. Effectivement, Angel le résume très bien lui-même. La Red Bull lui va pas cette année. C'est pas le premier week-end où il est pas en osmose avec sa voiture. C'est depuis le début de la saison. Oui, parce que finalement, à ne pas avoir écouté le commentaire du deuxième pilote, c'est le premier pilote qui se retrouve avec des soucis. Parce qu'à un moment donné, le vrai problème, et on en parle depuis tout le temps, c'est que le premier pilote, Max Verstappen, il a beau avoir un style de pilotage qui masque les problèmes de cette RB, de cette Red Bull numéro 21 du nom, mais à un moment donné, on peut pas tout masquer. À un moment donné, ça te revient un peu comme un, pardon, excusez-moi de l'expression, je vais l'utiliser comme ça, mais ça te revient un peu comme un boomerang dans la figure, en réalité. Parce qu'ils sont trop gros à masquer, bah oui, c'est sûr. Il va subir. Moi, c'est ce que je vous dis depuis le début, mais peut-être que les gens me prennent pour un fou. Mais pour moi, Red Bull, je suis désolée de vous le dire, mais ça va se terminer comme
la marque Honda en MotoGP. Ils vont avoir une vraie descente aux enfers. Parce qu'on n'est pas sûr de conserver Verstappen dans ces conditions. Si la voiture n'est pas bonne, on n'est pas sûr de conserver Verstappen dans ces conditions. Et s'il n'y a plus de Verstappen, mais c'est la descente aux enfers. Là, c'est plus deuxième qu'ils vont faire au classement des constructeurs. Et encore même là, je sais même pas comment ils vont faire pour choper la deuxième place. Même Verstappen lui-même le dit, on est la 4e force du plateau, derrière McLaren, derrière Ferrari, derrière Mercedes. Enfin, derrière Mercedes, derrière Ferrari. Vous imaginez? Ouais. Mais que tu vois, il y a surtout un autre truc. Quand tu vois que tu additionnes même que tu as Christian Horner et Helmut Marko qui se livrent une guerre interne à couteau tiré, c'est pas étonnant que ça ne marche plus. Je suis désolé, là, faut arrêter un petit peu faut arrêter un peu le massacre. T'as comme on dit, c'est comme si tu avais mis 2 loups dans une bergerie, ou en tout cas où t'as mis comme si tu avais mis 2 coqs même dans un poulailler. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, ça fout la merde après. Alors désolé de le dire de cette manière-là, mais c'est pas possible autrement. Ça va clairement finir comme Benetton, quoi. Fond de grille et mourir en anonymat. Bah, le problème, c'est que où est-ce qu'il va pouvoir aller, Max Verstappen? Bah, aujourd'hui, tout le monde le voit partir chez Aston en remplacement d'Alonso. Tout le monde le voit faire ça. Parce que il sait très bien, parce que justement, tout le monde sait que dans cette logique-là, Verstappen serait directement retrouverait des personnes qu'il a côtoyées chez Red Bull, que ce soit des mécaniciens, que ce soit un des meilleurs ingénieurs qu'on a eu en Formule 1, à savoir Adrien Newey. Il y aurait il retrouverait le Honda. Le Honda, voilà, avec qui il a toujours très bien réussi à le mettre au point. Donc, finalement, voilà, c'est ça un peu le truc. Et sachant qu'une chose, si jamais Verstappen débarque chez Aston, admettons, bah, la voiture ne sera plus du tout sera adaptée pour lui, un peu comme ça se fait chez Red Bull. Et puis après, qui c'est qui va en subir les conséquences? C'est Junior. Et bah, c'est pas Canley. Il va faire bon bordel. L'Aston ne me convainc plus, elle est toujours pour Verstappen, là. Oh, bon, bah, elle est sur Ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais même pas quelle écurie pourrait le prendre en réalité, parce que est-ce que c'est vraiment un avantage d'avoir Verstappen dans son équipe? Alors, vous me répondriez tous oui en cœur. Vous me diriez tous, mais Valentin, mais t'es fou. Ah oui et non. Ben, vous me diriez tous, mais Valentin, mais t'es fou de poser la question comme ça. Mais moi, je la pose. Je suis désolée de la poser sur la table, mais est-ce que c'est vraiment un avantage? Puisque de toute manière, il va falloir forcément faire tourner la voiture. Il va forcément falloir faire tourner la voiture autour du style de pilotage de Verstappen. Donc, je suis pas réellement sûre que pour les autres écuries, ce soit un avantage. Je vous le dis comme je pense. Ça va être 50-50. D'un côté, il y en a qui vont être contents parce que se dire, ça y est, on fait venir un mec qui a été 4 fois champion du monde, etc. Mais de l'autre, on sait très bien qu'il est quand même au niveau de l'état d'esprit assez caractériel par rapport à la mise au point de la voiture et de tout ce qui ne va pas. Donc ça reste à confirmer parce que Red Bull, ils arrivent à encaisser les choses. Mais est-ce qu'une autre écurie, que ce soit Ferrari, que ce soit Mercedes, que ce soit Aston Martin, Williams, l'équipe, on n'en parle même pas, mais voilà, est-ce qu'ils vont subir ça? Je ne suis pas garanti du tout. Linkin, tu disais, ils vont enfin accueillir. Tu disais, ils vont enfin accueillir un 4 fois champion du monde. Ils en ont déjà eu un. Oui, Alonso, mais. Vettel. Ah oui, ouais, c'est vrai, Vettel. Et tu dis, il est caractériel. C'est un Alonso bis. Verstappen. Ah bah, autant Niveau dire, caractère.
Vettel, il s'est pas plaint autant. Hein. Vettel, il s'est pas plaint autant hein, quand il était chez Aston. Hein. Je parle d'Alonso. Verstappen, c'est un Alonso bis. Il veut se plaindre et pourrir l'équipe de l'intérieur. Ils savent faire tous les deux. Et encore, Verstappen, lui, il a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'il est protégé par son père. Chose que Alonso, lui, n'a pas du tout. Oui. Ça, c'est vrai. Non, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas Verstappen. Mais bref, je pense que ce sera très compliqué pour lui de remporter un 5e titre de champion du monde cette année. Je dirais même que... Ou alors, il faut vraiment que les McLaren se foirent pour qu'ils remportent le championnat du monde des pilotes Verstappen. Ouais, mais ça m'étonnerait. Ouais, mais après, quand tu atteins le plafond de verre, c'est plus facile de chuter que de se maintenir. C'est clair. C'est là que tu dis aussi, et c'est là aussi que tu dis en conclusion que Red Bull est peut-être arrivé très vite à sa limite et que maintenant les écuries ne font que revenir de par l'arrière, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Bon. Le léger retard qu'elles ont eu en 2021, 2022, 2023, bah, il est compensé, oui, c'est sûr. C'est ça. Bon. Un peu tardivement, mais quand même. Alors de quoi maintenant on va évoquer Eh ben, on peut parler de Gasly, puisque vous vouliez tous parler de Gasly à un moment donné. On en parle de cette Alpine, on lui a mis quoi, l'Alpine? On lui a mis la nitro? Cinquième temps des qualifications, 4e sur la grille, 7e au final, alors même qu'il jouait même la 6e position, mais il s'est fait doubler par Verstappen dans le dernier tour. Moi, je trouve que c'est pas vraiment honteux pour Pierre Gasly. Vraiment, il peut être fier de. Après, c'est un circuit à la Barcelone où tout le monde le connaît par cœur. Donc c'est plus facile d'adapter les données que sur un Shanghai ou Suzuka. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Après. Mais ça n'explique pas tout. Je suis d'accord. Ça n'explique pas tout. Il y a quand même, mais attention, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Bahreïn est aujourd'hui le circuit utilisé pour les essais hivernaux. Donc, on va dire que maintenant, ils sont en terrain connu. Après, la seule différence qui a changé, c'est les conditions climatiques. C'est-à-dire, c'est surtout la température qui a changé. Parce que quand ils ont fait les essais hivernaux, c'était sous le jour avec température de piste assez élevée. Oui, là, alors c'est la première et la 3e séance. Attends, Val, laisse-moi finir. Alors que là, on est de nuit avec des températures plus basses. Donc, les données ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est là qu'un peu, certaines fois, tu as des équipes qui vont peut-être mieux s'en tirer que d'autres. Et la gamme Pirelli est différente. Alors ça, Pirelli, on va en parler après parce que c'est assez énigmatique. Mais techniquement, la gamme Pirelli des essais hivernaux est différente de ce qu'elle a été appliquée aujourd'hui. Donc, c'était aussi dans une inconnue, en théorie. Non, Valti. Ils avaient la même gamme, ils avaient tous les pneus possibles. Ils avaient la même gamme d'ailleurs. Sachant qu'en plus, aux essais hivernaux, je voudrais vous rappeler qu'il faisait beaucoup plus froid et qu'on avait mis à un moment donné des gouttes de pluie. Hein. C'est vrai. Ok. Val, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non. Je voulais pas dire quelque chose, mais je voulais simplement qu'on parle de Gasly. Donc Gasly qui fait une super course pour Alpine. Alpine qui était la dernière équipe à ne pas avoir marqué de points, bah finalement, Pierre leur en apporte 6 sur un plateau. C'est une très bonne chose quand même.
Parce que honnêtement, Alpine, ils ont vraiment, ils ont su, en tout cas notamment Gasly a su bien tirer profit de la voiture. On sait que c'est le premier pilote, c'est lui aujourd'hui qui la développe. On le sent qu'il est bon, on va dire, il est peut-être, on va dire qu'il a été à l'aise sur ce Grand Prix, mais après derrière, comme je dis toujours, il ne faut pas s'enflammer et qu'il faut confirmer. Bah, je pense qu'il est quand même en bonne voie, au-delà de ça. Et puis voilà, moi je trouve là-dessus, je suis très content pour lui parce qu'il marque des points. Maintenant, le but, c'est que ça, faut que ça soit, comme je l'ai dit un peu pour Doyle, il faut que ça soit régulier. Il faut que comme ça, au moins, comme ça, Alpine se permettra, avant le changement réglementation moteur en 2026, de pouvoir quand même figurer dans le on va dire, alors, je dirais pas dans le bas de tableau, mais je vais dire dans le midfield, quoi. Après, le truc, c'est que confirmer à Jeddah, où c'est un circuit ultra particulier, ouais, ça va être compliqué, quoi. Là, clairement, il n'y a que des virages rapides. Ouais, mais après, il y a un aspect qui reste, c'est c'est l'aspect des conditions climatiques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va se retrouver encore avec des températures comme assez basses parce que on est encore, là, on va être au Qatar, Moyen-Orient. Alors non, le Qatar, c'est pas tout de suite. Hein. Le Qatar, c'est en fin de saison en F1. Pas le Qatar, pardon, l'Arabie Saoudite. Oh là là. L'Arabie Saoudite, ça va être à peu près quasiment le même type de conditions climatiques. Bah, c'est surtout qu'on va avoir 2 séances qui servent à rien, la première et la troisième. Il n'y a que la deuxième séance d'essai, la qualif et la course qui sont représentatives vraiment. Voilà. Ouais. Parlons maintenant. Eh ben, tiens, on va évoquer. On va évoquer Ferrari. Parce que honnêtement, Leclerc s'en sort très très bien, on va dire. Mais par contre, Hamilton, ça devient quand même, c'est quand même assez compliqué. Alors, la question sur Hamilton, c'est selon vous, est-ce qu'il s'est bien adapté à la voiture? En fait, le problème, c'est que pour l'instant, la voiture, elle est un peu plus adaptée à Leclerc qu'à Hamilton. C'est surtout ça le problème. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah après, est-ce vraiment étonnant? Parce que cette voiture-là a été développée au cours de l'année 2024. Or, il n'était pas là, Hamilton. Bah non. Donc, c'est facile de dire, la voiture est plus faite pour Leclerc qu'Hamilton. Bah, c'est logique. Hamilton, il n'est arrivé que chez Ferrari que à partir du 1er janvier. Va adapter une voiture en 2-3 mois à un pilote qui n'était pas là pour faire la soufflerie ou le simulateur l'année dernière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Alors, mais n'empêche, Ferrari a eu les meilleures perfs depuis le début de saison. Bah, ça se voit qu'ils ont quand même conservé quelque chose qui est bien, c'est qu'elle marche bien quand il fait chaud. Par contre, quand les conditions sont plus fraîches, là c'est là qu'elle a un peu plus de mal. Mais bon. Et puis ils ont apporté une nouvelle pièce qui semble fonctionner. Un nouveau plancher. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est tout un fond plat complet qui va jusqu'à l'arrière. Alors malheureusement, on aurait pu l'évoquer ça au point technique, mais le véritable problème, c'est qu'il n'y avait aucune photo justement du plancher. Alors, je pouvais pas vous faire détailler comme pour avoir une photo du plancher, LinkedIn, t'aurais pu te lever de bonheur. Hein. J'ai envie de te dire. Là, non, parce que en temps normal,
Formula aérodynamique fait ce genre de truc ou les différents sites sur Insta le font aussi. Donc, j'aurais pu très bien réussir à trouver, mais sauf que là, il n'y avait rien de publié. Donc, de qui on peut évoquer parce que... Les As, la performance globale des As. Ça m'intéresse. Et surtout, on va parler d'abord d'Ocon, qui quand même s'est craché en Q2. Hein. Bon, sortie de piste, ça peut arriver. Il a perdu le contrôle dans le virage 3. Et derrière, bah, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comment vous dire, bah, il a porté ses coronets et il a rendu hommage au travail de l'équipe en faisant cette belle performance en course. Hein. Ocon, on l'a senti qu'il avait honte. On l'a senti, c'était après une erreur comme ça peut arriver forcément à tout le monde. Je pense qu'il a quand même. Après, je pense que derrière Ayao Komatsu, qui est quand même le team principal maintenant de Haas, comme étant donné qu'ils avaient déjà bossé ensemble, peut-être il a pu justement lui remettre, lui donner une bonne capacité de remise en question, lui dire écoute, t'as fait une connerie, mais on va dire ça arrive à tous. Maintenant, voilà, il faut oublier. Je pense qu'il a dû le remettre dans de bonnes conditions et lui dire maintenant, t'as plus qu'à remonter, et c'est ce qu'il a fait. Je souligne quand même aussi la très belle stratégie des As qui ont franchement qui ont bien fait leur pit stop, qui ont bien choisi les bonnes gammes de pneus, tout ça, ce qui a permis à Ocon de remonter comme il le fallait. Je crois qu'Ocon a fait partie des nombreux pilotes, on va regarder la stratégie en course, mais je crois qu'Ocon a fait partie des nombreux pilotes à être partis en pneus rouges, mais surtout des pneus rouges neufs. Regardez. C'est un des seuls qui a terminé dans le top 10 qui est parti avec des pneus rouges neufs. Ouais. Et que ça soit en run 1 ou en run 2 ou 3, il y en a beaucoup qui étaient en pneus usés. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une stratégie à 2 arrêts. Mais on pouvait tenter le 1 stop. Mais le 2 stop s'avérait quand même être une bonne solution stratégique. On est d'accord. Ouais. J'ai oublié de vous dire, vous parliez de Ferrari tout à l'heure. Je reviens juste dessus très vite, mais Hamilton a été élu pilote du jour. Voilà. Oui, bah ça, on va y venir. Bon, alors, pour ce que ça vaut, le titre de pilote du jour, est-ce que ça vaut vraiment encore... Hein? Bon, c'est anecdotique, quoi. Voilà. Il fait pas une perf marquante, mais il est nommé pilote du jour. Bon, bah, il remonte bien, Hamilton. Hein. Il remonte bien à un moment donné. Étant, il se bataillait avec Leclerc et tout ça. Je me suis dit, ça y est, étant donné que. Il a bien géré. Ouais, elles ont tiré avantage dans leur stratégie d'avoir allongé leur run en médium. Ouais, mais après c'est là que moi j'ai un gros problème alors c'est pas par rapport que spécialement à Ferrari. Moi j'ai un gros problème par rapport à la gamme Pirelli en tout cas, et notamment à la gomme dure. Donc c'est-à-dire que c'était la gomme C1, la gomme dure. Ouais, la gomme blanche. Comment vous expliquez que Red Bull et Ferrari et puis je crois que même d'ailleurs les autres écuries l'ont fait part. Comment ça se fait que la gomme il n'y avait pas de rythme? Comment ça se fait? C'est hallucinant. Il faut savoir que tous les pilotes n'ont pas testé la gomme dure. Voilà. Ou l'ont testé dans des conditions extrêmement chaudes. Donc pas représentatives de la course. Alors, est-ce que donc ça veut dire que tu es en train de dire que la gomme dure, cette gomme C1, serait
marcherait beaucoup mieux en conditions beaucoup plus chaudes. Bah peut-être, j'avoue que je sais pas, j'ai pas l'indicateur thermique de ces pneus, mais certainement, c'est possible. Là, on était de nuit dans le désert et il fait quand même beaucoup plus frais que de jour et elles ont pas beaucoup performé en course. Ouais. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas testé les pneus durs. Mais quand même, la plupart des pilotes ont réussi à la faire fonctionner, cette gomme dure. Bon, par contre, ça a coûté à Ferrari certainement une 3e place pour Charles Leclerc. Ah bah oui, ça coûtait du rythme, effectivement, bah totalement, oui. Ah bah oui, c'est là que je me suis posé la question, pourquoi Ferrari n'a pas mis les pneus soft? Bah peut-être parce que, comme l'avait dit Russell, c'était très ambitieux. Ouais, mais justement, Russell a un peu, on va dire, un culot énorme, c'est que lui, il a toujours de l'ambition sur les choses et que peut-être il n'a pas forcément certains pilotes. Alors là, c'est peut-être pas vraiment lui, c'est surtout son équipe qui a eu de l'ambition pour lui. Bah, je sais pas, hein, mais bon, en tout cas, ça se posait la question quand même. C'est vrai. Mais D'ailleurs, en parlant de Russell, tiens. Alors Russell, lui, par contre, il a eu pardon, excusez-moi, je vais le dire, mais il a eu des merdes pendant ce Grand Prix. Pardon, je dis avec mes mots. Il a eu des problèmes. Un problème de transpondeur. Un coup, c'était le volant qui se déconnectait. Le volant qui se déconnectait, les freins. Ils ont foutu quoi, les mecs chez Mercedes? Ils lui ont mis un malware dans la voiture ou quoi? Oh, pardon. Bah, de toute façon, hein, ça sera. Bon, Marc, tu vas me dire, c'est une Mercedes qui a des problèmes électroniques. En quoi c'est étonnant? Ah, ça, je sais pas. Oh, bah, ça se résume simple, hein. Non. Ah bah si, c'est des clowns chez Mercedes. Non, ça peut arriver. Vous voyez, on dit toujours les problèmes de fiabilité, mais elles peuvent encore avoir des problèmes de fiabilité, ces voitures. Hein. Mais j'avais dit, qui se rappelle quand j'avais dit que c'était plus des flèches d'argent, mais plutôt des flèches rouillées. Mais bon, ça l'a pas empêché de. Ouais. Mais c'est ça qui est assez. C'est peut-être des flèches rouillées, mais ça n'empêche pas Anthony de faire des résultats satisfaisants. Bah là, par contre, il n'a pas marqué de points. C'est la première course où il marque pas de points. Il est 11e. Bah Russell, lui, il arrive à faire le job comme d'habitude. Lui, c'est terrible. Hein. Donc, autant dire, bon, les Mercedes, ça reste toujours bien en embuscade et ça, c'est une bonne chose. De qui on va parler? Ah oui, on va dire que on a eu une disqualification. Ah oui, il faut en parler. Le petit Hulk. C'est Hulk. Eh oui, Nico Hülkenberg. Usure trop importante de sa planche. Exactement. Ça, c'est le même cas que Charles Leclerc en Chine. Même d'ailleurs, je crois Pierre Gasly aussi. Exact. Non, Pierre Gasly, Lewis Hamilton. Non, je sais plus. Non, Lewis Hamilton. Non. Et les deux Ferrari a mis Gasly en Chine. Oui, mais elles ont été disqualifiées pour 2 motifs différents, souvenez-vous. Il y en a une, c'était pour le poids non conforme, et je me demande si c'était pas je me demande si les Ferrari, c'est pas pour un poids non conforme et Gasly la planche. C'est bien possible. Mais voilà, donc Nico Hülkenberg, encore une fois, là, a été disqualifié avec l'usure de la planche. Mais en même temps, c'est pas très étonnant vu les étincelles qu'on a vues durant tout le Grand Prix. Ouais, mais bon, toutes les F1 font des étincelles, hein, donc je vais pas te mentir. Ou alors on dit qu'il faut être le plus bas possible pour la gravité, mais est-ce qu'on n'a pas, justement, ils n'ont pas taillé ça trop bas? Ça se posait la question. Ah bah clairement si, Après, s'il a été après, il y a un de réglage, ça arrive, quoi. Et je rappelle quand même que l'usure de la planche, ça commence en essai libre.
Ça se finit après 57 tours de course. Donc en gros, c'est sur une centaine de tours, tu vois, qu'il faut tenir. Ouais. On a eu aussi, on a eu on a eu aussi un cas un peu, Lawson qui nous a fait une série de pénalités aussi. Alors ça, Alors, il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu des collisions, des track limites. Il a pris 3 points d'ailleurs sur sa super licence au total. Hein. 3 points sur sa super licence d'un coup, donc ça veut dire qu'il est maintenant, il lui reste, il est à 3 points sur 12, quoi. Bah, t'as tout compris, c'est-à-dire qu'il lui en reste 9. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est le premier pilote à perdre des points sur cette saison, sur sa super licence. Ah non, il y a eu Sainz Ah bon? sur ce même Grand Prix qui a perdu 2 Ah points oui. pour avoir poussé Andrea Kimi Antonelli hors piste. Et puis il y a eu Jack Doohan, double perte de 2 points en Chine. La première pour avoir accroché Isaac Bortoleto durant le sprint et la deuxième pour avoir poussé Isaac hors de la piste. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, c'est énorme. C'est ça. On a, autant dire, les Aston Martin inexistantes de tout le week-end. On va pas se mentir. Alonso 17e. Ouais. Wow. C'est Aston tiers, on va dire. C'est la normalité pour eux, en fait. Alors, en parlant d'Alonso, il va récupérer 3 points sur sa super licence dans 5 jours. Voilà. C'était la petite info qui servait à rien. Ah bah, c'est cool. Cool pour lui, hein. Quand tu vois la tête de... Sinon, vous avez noté d'autres choses, messieurs. Les Williams, hein. Sainz, DNF, Albon 12e seulement. Bon, les Racing Bulls, on en a parlé. Bon, bah, elles n'étaient pas vraiment performantes. Isaac et Liam, ils ont plutôt subi la stratégie. Bierman était dernier, remonte dans les points, 10e. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Ah, je pense qu'on peut passer aux formules de promotion. Attends, et les gars, oubliez pas mon classement quand même. Donc, du côté des pilotes, Norris est toujours en tête pour 3 points sur... voilà. Il est en tête pour 3 points sur Piastri. Il y a 8 points d'écart entre Verstappen et Norris au deuxième rang. Entre le premier et le troisième rang. Russell n'est qu'à 14 points de Norris. Et puis derrière, il y a un gouffre. Hein. Leclerc, 32 points. Antonelli, 30. Hamilton remonte au 7e rang, 25 points. Albon, 18. Ocon, 14. Et Stroll, 10 points. Ouais. Puis du côté des constructeurs, bah, c'est McLaren a commencé à prendre bien les devants. Ah bah là, 151 points, c'est énorme. Et donc, ça y est, toutes les équipes, comment dire, toutes les équipes ont débloqué leur compteur de points puisque Alpine se classe 9e. Vous savez pourquoi ils passent devant Kik au nombre de points? Eh bien parce que c'est la moyenne des places. Exactement. La meilleure place qu'ils ont fait, c'est 7e. Ouais. Donc voilà. Donc voilà ce que ça vaut quand même. Et il y a As. Il me semble que c'est peut-être pas un record, mais que c'est parmi les meilleures saisons où, oui, en termes de toutes les équipes marquent le plus rapidement de points. En termes de alors attendez, je vais juste vous montrer une autre image. Ça, c'était le tweet de Laurent Dupin qu'on a analysé la dernière fois. Je vais vous retrouver une autre image, messieurs. Si vous me laissez juste 2 secondes pour la télécharger, je vais vous la montrer quand il veut, le coco.
L'image arrive, veuillez patienter. Oui, c'est Cette équipe est professionnelle, ne vous inquiétez pas. Exactement, elle est là, mon image. La voilà. On va l'enregistrer dans notre débrief de ce soir pour que je la récupère. Bahreïn, donc c'est un comparatif 2025 vs La 2024 la 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 après la 4 la la courses. la 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 la. C'est une chanson de patience. Voilà. Aïe, 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 aïe. Tu le fais très mal. Alors, Il faut meubler. mais non, faut pas meubler. Je vous demande pas de meubler. Vous êtes pas vendeur chez Ikea, à ce que je sache. Encore. Bah, ça ne saurait tarder puisque je vais vous mettre au chômage. Mais hop. Ah, alors attendez. Là, vous avez, mon Dieu, j'ai pris l'image la plus difforme. Voilà, dans l'autre Il casse sens. tout. Il casse tout. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ah là là, bienvenue chez Guignolo Productions. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le comparatif de points entre les 4 premiers Grands Prix de l'année dernière et les 4 premiers Grands Prix de cette année. D'accord? Ouais. Donc, regardez. Williams avait 0 point. Et ils ont marqué leur premier point au 8e Grand Prix de la saison. Et ils comptent déjà 19 points. Et vous voyez, regardez, McLaren, ils ont doublé leur nombre de points par rapport à 2024. Mercedes, ils ont triplé le leur, tandis que Red Bull, ils l'ont divisé par 2. Comme Ferrari. Donc, on peut quand même se dire, quand on voit ça entre 2024 et 2025, que les écuries qui ont le plus perdu, c'est clairement Aston, puisqu'ils ont divisé leur nombre de points par 3. Red Bull et Ferrari. Et les équipes qui ont largement gagné, c'est Mercedes, McLaren, Haas, elle a multiplié son nombre de points par 5. C'est juste incroyable. Et puis Alpine et Kik, elles ont déjà marqué leurs 6 points. Kik, il avait fallu attendre le Qatar l'année dernière pour les voir marquer ne serait-ce que 2 points. Et c'était Guan Yu Zhou. Et Alpine, il avait fallu attendre le 6e round de la saison 2024 pour les voir marquer des points. Et là, ils en ont marqué 6, vous imaginez? Donc finalement, ça confirme bien la tendance qu'on a vue lors des essais hivernaux. Quand même. Eh ben, ça promet. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire au moins sur la F1. Bon, on passe aux formules de promo, chers amis. Ouais. Allons-y. Donc, en Formule 3, cette année, enfin cette fois-ci, nous avions un petit nouveau en Formule 3 qui s'appelait Freddy Slater chez X. Et il s'est fait remarquer dès sa première course en F3, en terminant 2e de la course sprint, derrière Tsoloff et devant Tuka Taponen. Notre Français Giusti lui a terminé les 2 courses en 7e position, vous le voyez. Charlie Wurz et Stromstedt chez Trident finissent 9 et 10 de la course 1. Et puis dans la course principale, c'est Raphaël Camara, encore une fois, qui a fait forte impression. Victoire après avoir signé la pole. Il a calé au départ de la course sprint, sinon il aurait fait un meilleur résultat, en réalité. Par contre, Théophile, 2 fois 23e, et il a toujours été hors des points. C'est pas son week-end ce week-end. Eh non, malheureusement. Le classement, regardez-moi ce beau classement. Donc, Raphaël Camara est en tête avec 26 points d'avance sur Team Tramnitz. Voisin est 3e devant Stromstedt. Théophile est toujours 8e.
il est quand même qu'à 8 points du troisième et à 11 points de Tramnitz. Hein. Par contre, Camara, il a fait le trou. On va pas se mentir. Et puis du côté des constructeurs, eh bien, Trident est en tête et ils ont le double de points de MP. Voilà. Quand vous pensez que chez Trident, ils ont marqué 56 points pour Camara, 27 pour Stromstead et 10 pour Charlie Wurtz. Imaginez, Wurtz et Stromstead, ils n'ont même pas marqué les 2/3 du nombre de points de Camara total. Voilà pour Ça me ce qui est rappelle le même du dragon à 3 têtes. Voilà pour la F3, la Formule 2, dont on fêtait quand même le 200e Grand Prix lors de cette course principale. Du coup, Durksein, il a été pénalisé, je crois qu'il a été disqualifié, Durksein, je crois que c'était pour un diffuseur 2 mm trop. Ouais, enfin, c'est pour une non-conformité technique, il a été disqualifié de la course sprint. Hein. Donc, Beganovic était bien sur le podium, Goethe était 4, Lindat 5, Villagomez 6, Mini 7, je ne sais plus qui était 8e, mais en tout cas, il a été disqualifié. Du côté de la deuxième course, eh bien, Martins a terminé 5 et Sami Miguetounif était plus loin, finalement. Ok. Au classement. À noter que Dunn, en course sprint, fait pas mal de merde, mais il a compensé en faisant la course clean dimanche. Regardez, après deux rounds et surtout 3 courses seulement disputées sur 4, puisqu'on a une course principale qui a sauté, évidemment. Fornaroli l'emporte au classement pour l'instant pour 1 point devant Dune et Browning. Il y a 3 points d'écart entre Fornaroli et Marty. Il y a 5 points d'écart avec Verschoor. Et puis derrière, c'est plus loin. 12 points pour Beganovic, pour Martins, 11 pour Durksein. 8 points pour Lindblad et 7 points pour Gabriele Mini. Du côté des équipes, eh bien, Hightech est devant Campos et Invicta. Voilà. Et on a encore Prema dans la sauce. Oui, 8e, avec les 7 petits points de Gabriel Mini et 3 points de Sébastien Montoya. Ouais, c'est clair. Et ben voilà. Et puis, on a quand même eu l'action du week-end en F2. Hein. Vous avez vu ce 3 de front monumental dans la course sprint qui a failli mal se terminer. Hein Eh ben, tu sais quoi, c'est le risque. Hein. Bah, au virage 13, à la sortie du virage 13, non, ça passe pas. Bah, à un moment donné, il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est toujours cool de faire du 3 de front ou est-ce qu'il faut être plutôt un peu plus mesuré? En fait, les 3 pilotes, ils ont voulu poser leurs balls sur la table, sauf que ça passait pas. Mais est-ce qu'on non, plutôt que de croire en ses couilles, il faut croire en son cerveau plutôt. Hein. Si tu le dis. Bah... Ça, malheureusement. Mais après, il faut quand même aussi se poser une question, c'est comment on peut du duel en fait. Parce qu'on parle souvent de faire du dos de front, mais faire du 3 de front, c'est pas tout le temps courant de faire ça. Ou à moins, faut le faire quand il y a des bonnes opportunités. Mais justement, on parle tout le temps de bonnes opportunités qu'on a du mal à saisir, mais est-ce que justement, là, sur ce coup-ci, est-ce qu'ils ne l'ont pas justement créé? Oui, mais le virage ne permettait pas. C'est ça le truc. Moi, surtout, j'aurais pas aimé être... Ils l'ont tenté au mauvais virage. Moi, j'aurais surtout pas aimé être la voiture au milieu. En fait. Bah, bon, c'était vite le sandwich. Hein. C'est ça. Mais bon, ça c'est bien fini. Voilà, messieurs, prochain Grand Prix. Donc, la semaine prochaine, Jeddah, on clôturera cette série de ce premier triple header. Et on aura déjà couru 5 Grands Prix, vous imaginez?
On aura presque déjà couru un quart de la saison. Ça promet. C'est clair. Ça promet. Donc, une petite note, quand même. Ah bah allez, mettez votre note, messieurs. Moi, je vous suis. Allez, ce Grand Prix, il y a quand même eu de l'action. J'ai envie de dire qu'il n'a pas été ultra chiant. Allez, je vais mettre un petit 12. Un petit 13. Moi aussi, je lui mets un petit 13, les copains, parce que je pense qu'il le mérite. Ouais. Donc, si tu fais une moyenne, ça fait, tu dois faire, je crois. Pardon, excuse-moi. D'habitude, tu fais toujours un peu ton calcul. Donc là, ça fait 12 plus 13 plus 13. Je crois qu'il faut multiplier, je crois, c'est ça, par. Bah non. Bah non, tu t'ajoutes tes notes, ça fait 38 divisé par 3, ça doit te faire un 12,66 à peu près. Ah, Ah ouais. Parce que là, je suis plus lucide avec les calculs là. Non mais attends, tu me fous le doute. 13, 13, 12, 38 divisé par 3, ça fait 12,67. Bah oui, voilà. Vous l'avez votre moyenne. Bon, prochain Grand Prix de Jeddah. J'espère que Max se sera remis de ses émotions parce que vous savez qu'on l'a pas dit, mais il y a une réunion de crise chez Red Bull quand même après le Grand Prix. Hein. Ah bah ça, malheureusement, Max Verstappen, visiblement, il n'avait pas trop l'air d'avoir apprécié. Mais c'est un peu normal. Bah oui, tu m'étonnes. On lui casse son rêve de titre. Ah attends, mais il faut que ça soit un peu tout le monde, hein. Faut que la roue tourne. Hein. La roue tourne, va tourner, comme disait un célèbre footballeur. Ouais. Donc, les amis, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous quitter. En tout cas, merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'à cette heure tardive. Enfin, tardif, j'ai connu plus tard quand même. Hein. Oui, c'est vrai. On a été raisonnable, on va vous couper au bout d'1 h 52 si on compte le générique. Donc voilà. Donc, on a essayé. Vous pourrez nous retrouver sur nos réseaux aussi. Ah bah tiens, et tu sais quoi, vas-y, pardon, excusez-moi, fais la fin, donc on va nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Alors lesquels, Linkin? Vas-y, décris-nous. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook, sur X, sur Instagram, alors, sur Twitch. Surtout sur X et Instagram, parce que Facebook, on s'en sert un peu moins, mais surtout sur X et Instagram. Ouais, voilà. Il y a aussi le Discord, hein, pour ceux qui veulent un petit peu aussi, certaines fois, regarder des extraits un peu marrants. Voilà. Et puis aussi discuter un petit peu des différentes actualités qui se passent sur la Formule 1. Et donc, en attendant, on vous dit, portez-vous bien. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Eh oui, on vous retrouve mardi prochain à 21 h, n'oubliez pas. Et dès demain, vous retrouvez ce débrief sur YouTube. À la semaine prochaine, salut. Exact.